Sortez dans le jardin, marchez jusqu'au tas de compost, et posez la main dessus à pleine paume, sans hésiter. Si vous sentez que le cœur du tas est froid et sec en plein mois d'août, retenez bien ceci. Il ne sera pas prêt avant le printemps prochain, et vous le saurez trop tard, au moment de préparer vos planches de culture. Vos grands-mères avant la guerre avaient une réponse simple à ce problème précis. Elles versaient un mélange sur le tas, une seule fois dans le mois d'août, et au mois de mars le compost était fin, sombre, prêt à nourrir la terre. Je vais vous donner ce mélange, les proportions exactes, et le moment précis pour le verser, afin que votre tas soit prêt bien avant l'hiver. Comprenez d'abord ce qui se joue si vous ne faites rien. Un tas de compost laissé à lui-même en août ressemble à une maison sans chauffage en plein hiver. La vie qui devrait y grouiller s'endort, faute de nourriture et d'humidité. Les pluies de septembre sont encore rares, le soleil tape fort sur les épluchures et les feuilles sèches, et le tas se dessèche en surface comme une croûte de pain oubliée. Sous cette croûte, rien ne se décompose vraiment, ou si peu que la différence ne se voit pas avant des mois. Vous jetez vos épluchures, votre marque de café, vos tontes de gazon dedans toute l'automne, et le tas grossit sans jamais mûrir. Vous vous dites que le temps fera le travail. Il ne le fera pas, aussi lentement que vous vous retrouverez au printemps avec un tas encore grossier, plein de fragments identifiables, inutilisables pour semer. Vous devrez alors acheter du terreau ou du compost en sac, pour un prix qui tourne autour de 8 à 10 € le grand sac, pour recouvrir quelques mètres carrés de potager. Et vous recommencerez le même tas l'année suivante, sans jamais comprendre pourquoi il ne se transforme pas. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas un manque de patience, c'est simplement qu'un tas de compost a besoin d'un déclencheur en fin d'été, et que ce déclencheur, personne ne vous l'a montré. Ce déclencheur, vos grands-mères le connaissaient parfaitement, sans jamais avoir lu le mot azote dans un livre d'agronomie. Avant la guerre, dans les fermes et les jardins ouvriers, on ne jetait rien, et on n'achetait rien non plus, car il n'y avait tout simplement rien à acheter pour la terre. Je pense souvent à une image toute simple pour raconter cette époque, celle d'une vieille arrosoir en zinc cabossé, posée près du tas de compost dans un coin d'ombre, avec au fond un reste de préparation qui fermentait doucement. On y versait de l'eau de vaisselle, un peu de purin de fumier, parfois de la levure de boulanger qui restait du pain de la semaine. Sur une photo en noir et blanc d'un jardin de cette époque, on distingue toujours ce même arrosoir, cabossé, posé à côté d'un tas soigneusement couvert de paille. Pensez à votre propre grand-mère, ou à celle de vos parents, penchée sur son carré de légumes derrière la maison. Beaucoup de femmes de cette génération tenaient ce genre de carnet de ménage, où l'on notait à quel moment verser quoi, sans jamais employer un mot savant. On y lisait des phrases simples, du genre « Versez le fond du seau sur le tas dès que les feuilles commencent à tomber, remuez avant la pluie ». Cette génération ne connaissait pas le mot micro-organisme, mais elle savait qu'un tas de compost qui fume légèrement au toucher, qui dégage une odeur de sous-bois humide, avance bien plus vite qu'un tas laissé sec et silencieux. Elles avaient remarqué, sans le nommer scientifiquement, qu'un peu de levure et un peu d'azote, versés au bon moment, réveillaient tout le tas en quelques jours. Ce geste s'est perdu quand les jardins familiaux ont reculé, remplacés par les sacs de compost tout prêts vendus en jardinerie. Personne n'a volé ce savoir, personne ne l'a caché. Il s'est simplement éteint parce que plus personne n'avait besoin de le transmettre, faute de temps, faute de transmission d'une génération à l'autre. Voici maintenant pourquoi ce geste fonctionne réellement, expliqué simplement sans jargon. Un tas de compost n'est pas un tas de déchets qui pourrissent tout seul. C'est une colonie vivante de bactéries, de champignons et de petits organismes, qui mangent littéralement la matière végétale et la transforment en humus. Ces organismes ont besoin de 3 choses pour travailler vite, de l'humidité, de l'air et un bon équilibre entre 2 types de matière. La matière verte, comme les épluchures, les tontes fraîches, le marc de café, apporte de l'azote, c'est-à-dire la protéine qui nourrit les bactéries et les fait se multiplier rapidement. La matière brune, comme les feuilles mortes, la paille, le carton déchiré, apporte du carbone, c'est-à-dire l'énergie, le combustible qui fait tourner tout le système. Sans assez d'azote, les bactéries manquent de nourriture et travaillent au ralenti, même si le tas est plein de matière brune sèche. C'est exactement ce qui se passe en fin d'été, quand vous avez accumulé des mois de feuilles et de tontes séchées sans y ajouter d'azote frais. Le tas est là, volumineux, mais affamé. Retenez bien cette image simple. Pensez à un feu de cheminée. Le carbone, ce sont les bûches, la matière qui brûle longtemps mais qui a besoin d'une étincelle pour s'allumer. L'azote, c'est cette étincelle, l'élément qui déclenche la combustion et qui permet au feu de vraiment prendre. Sans étincelle, les bûches restent froides, aussi sèches soient-elles. Versez de l'azote au bon endroit, dans les bonnes proportions, et le tas s'échauffe en quelques jours, littéralement, vous sentirez la chaleur en enfonçant la main dedans. Cette chaleur, entre 50 et 60 degrés au cœur du tas, n'est pas un détail.
Elle signifie que les bactéries travaillent à plein régime, qu'elles détruisent au passage les graines de mauvaises herbes et certains champignons indésirables. Un tas froid en août restera un tas froid en décembre, sauf si vous intervenez maintenant, avant que le froid de l'automne ne ralentisse encore davantage une activité déjà faible. Il existe une seconde image utile pour comprendre ce qui se passe dans votre tas, celle d'un nourrisson qu'on nourrit à la cuillère plutôt que de le laisser apprendre à manger seul. Un tas trop riche en azote, gorgé de tonte fraîche et arrosé sans mesure, ressemble à cet enfant trop nourri, les bactéries prolifèrent vite, mais sans structure, sans air, et le système finit par étouffer sous sa propre abondance. Un tas équilibré, où le carbone donne la charpente et l'azote donne l'énergie, avance au contraire comme un enfant qui apprend progressivement à se débrouiller, lentement au début, puis de plus en plus vite à mesure que la colonie de bactéries se stabilise et se multiplie. C'est cet équilibre entre charpente et énergie que votre mélange de levure vient corriger en un seul geste, précisément au moment où le tas en a le plus besoin. Passons maintenant à la préparation exacte, avec les proportions précises que vous devez respecter. Prenez un seau de 10 litres, remplissez-le d'eau tiède jamais bouillante, car la chaleur excessive tuerait les levures avant même qu'elles n'atteignent le tas. Ajoutez-y un sachet de levure de boulanger ou un cube de levure fraîche coupée en morceaux si vous en avez. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de sucre roux, ou à défaut une cuillère de confiture un peu trop vieille pour être mangée. Le sucre nourrit la levure et accélère sa multiplication. Complétez avec une bonne poignée de fumier séché si vous en avez sous la main, ou à défaut une poignée d'ortie fraîche coupée grossièrement, qui apporte un azote puissant et naturel. Mélangez bien, couvrez le seau d'un linge, et laissez reposer 3 jours à l'ombre, en remuant une fois chaque jour avec un bâton. Au bout de 3 jours, le mélange doit sentir la levure et la terre humide, avec de petites bulles qui remontent à la surface quand vous remuez. C'est le signe que la fermentation a bien démarré et que votre solution est prête à réveiller le tas. Si vous n'avez ni fumier séché ni ortie sous la main, ne renoncez pas pour autant. Une bonne poignée de consoude hachée fonctionne tout aussi bien, car cette plante concentre autant d'azote que le fumier le plus riche. À défaut, un demi-verre d'urine dilué dans les 10 litres d'eau donne le même résultat, une pratique que vos grands-mères connaissaient parfaitement et n'auraient jamais trouvée choquante, car elle coûte 0 centime et fonctionne à chaque fois. L'important n'est pas l'ingrédient exact, mais la présence d'un azote frais et concentré, associé à la levure qui multiplie la population de bactéries en quelques heures seulement. Avant de verser quoi que ce soit, occupez-vous de la structure du tas lui-même, car un mélange versé sur un tas mal construit ne donnera jamais de bons résultats. La règle de proportion la plus simple à retenir, celle que toute grand-mère connaissait sans calcul savant, tient en une phrase. Pour une pelletée de matière verte, prévoyez 3 pelletées de matière brune. Trop de matière verte donne un tas compact, gris, qui sent l'œuf pourri, signe que l'air ne circule plus. Trop de matière brune donne un tas sec, léger, qui ne chauffe jamais, même arrosé. Construisez le tas en couches successives, chacune d'environ 15 cm d'épaisseur. Commencez par une couche de branches fines ou de tiges de tournesol cassées, posées directement sur la terre, pour laisser l'air circuler par le dessous. Ajoutez ensuite une couche de matière brune, feuilles mortes ou paille, puis une couche de matière verte, épluchures et tontes fraîches mélangées. Répétez cette alternance jusqu'à ce que le tas atteigne au moins 1 mètre de hauteur, car un tas plus petit perd sa chaleur trop vite et ne monte jamais en température, quoi que vous versiez dessus. Voici maintenant le moment précis où intervient votre mélange de levure. Après chaque deuxième couche verte, arrosez généreusement avec le contenu du seau, en visant le centre du tas plutôt que les bords, où la chaleur se dissipe de toute façon plus vite. Une fois le tas terminé, recouvrez-le d'une dernière couche de paille sèche ou d'un vieux tapis de jardin, pour garder l'humidité à l'intérieur sans noyer la surface sous la pluie. Attendez 10 jours, puis retournez entièrement le tas à la fourche, en ramenant le dessus vers le centre et le centre vers le dessus. C'est ce geste, plus que tout autre, qui apporte l'oxygène dont les bactéries ont besoin pour continuer leur travail sans s'essouffler. Répétez ce retournement toutes les 2 semaines, jusqu'à la mi-octobre. À chaque retournement, si vous sentez que le tas s'est asséché, arrosez légèrement avec de l'eau simple, jusqu'à ce que la matière ait la texture d'une éponge essorée, humide mais qui ne goûte pas quand vous la serrez dans la main. Comment savoir si votre compost avance bien, sans ouvrir de manuel d'agronomie? Fiez-vous à 2 sens, le toucher et l'odorat, qui ne trompent jamais. Enfoncez la main au centre du tas, une dizaine de centimètres de profondeur. Une chaleur nette, presque désagréable au bout de quelques secondes, signifie que le processus tourne à plein régime. Une odeur de sous-bois, de terre de forêt après la pluie, est un excellent signe. Une odeur d'ammoniac, piquante, qui prend à la gorge, signale trop d'azote ou un tas trop compact,
qu'il faut aérer immédiatement en ajoutant de la paille sèche. Une odeur d'œuf pourri signale un manque d'air complet, souvent causé par un excès d'humidité. Retournez le tas sans attendre, en ajoutant de la matière brune à chaque fourchée. Un tas froid, sans odeur particulière, 4 jours après un arrosage de levure, signifie simplement que le premier passage n'a pas suffi. Refaites un seau avec les mêmes proportions, et versez-le à nouveau au centre. Parlons maintenant des erreurs qui ruinent le travail de tout un été, car elles sont fréquentes, et elles paraissent pourtant toutes raisonnables au premier regard. Première erreur, tassez le tas pour qu'il prenne moins de place. Cette habitude, qui semble économiser de l'espace, chasse l'air des interstices et transforme votre tas en bloc anaérobie, sans oxygène, où la décomposition ralentit à un rythme 10 fois plus lent que la normale. Deuxième erreur, jetez uniquement des tontes de gazon fraîches en épaisse couche, sans les mélanger à de la matière brune. Ces tontes forment une masse collante et imperméable, qui pourrit au lieu de composter, avec cette odeur d'ammoniac déjà mentionnée. Troisième erreur, laissez le tas complètement à découvert pendant les pluies d'automne, en pensant que l'humidité ne peut que l'aider. En réalité, un tas noyé perd son oxygène aussi sûrement qu'un tas tassé, et la pluie lessive l'azote que vous venez d'y ajouter avec tant de soin. Quatrième erreur, ajoutez des restes de viande, de fromage ou de plats cuisinés, en pensant nourrir le tas comme on nourrit une poule. Ces restes attirent les rongeurs, dégagent des odeurs fortes, et introduisent des graisses que les bactéries du compost domestique ne savent pas décomposer efficacement. Cinquième erreur, versez le mélange de levure une seule fois et abandonnez ensuite le tas jusqu'au printemps, en pensant que le travail est terminé. Sans retournement régulier, même le meilleur déclencheur d'azote s'épuise au bout de 2 à 3 semaines. Et le tas retombe dans un sommeil aussi profond qu'avant votre intervention. Une sixième erreur, plus discrète, mérite d'être mentionnée, car elle touche surtout les jardiniers pressés. Construire le tas d'un seul coup, en vidant en une matinée tout ce qui traînait au fond du jardin depuis le printemps, sans respecter l'alternance des couches, donne un mélange grossier où le vert et le brun ne se touchent jamais vraiment. Les bactéries ne travaillent bien qu'au contact direct entre les deux matières, et un tas empilé en vrac, sans stratification, met 2 fois plus de temps à démarrer, même arrosé de levure fraîche. Prenez le temps de construire couche par couche, même si cela demande 1 heure de plus un après-midi d'août. Cette heure-là fait toute la différence en mars. Voyons maintenant le calendrier complet, du mois d'août jusqu'au mois de mars, pour que vous sachiez exactement où vous en êtes à chaque étape. Dans la première quinzaine d'août, construisez le tas en couches et versez votre premier seau de levure au centre. Entre la fin août et la mi-septembre, retournez le tas toutes les 2 semaines, en surveillant la chaleur et l'odeur à chaque passage. Si le tas peine à chauffer après le premier arrosage, refaites un second seau de levure et versez-le lors du premier retournement. Entre la mi-septembre et la fin octobre, la matière verte devient méconnaissable, les feuilles brunissent et s'effritent. Le tas réduit visiblement de volume, c'est normal, c'est même le signe que le travail avance bien. En novembre et décembre, le froid ralentit naturellement l'activité, mais le cœur du tas reste tiède si vous l'avez bien construit et bien retourné en amont. Continuez à retourner 1 fois par mois, sans plus, pour ne pas trop refroidir le centre par grand froid. En janvier, la matière est déjà sombre et friable, avec encore quelques fragments reconnaissables sur les bords du tas, ceux qui ont reçu moins de chaleur que le centre. En février, tamisez si vous le pouvez, à l'aide d'une grille de récupération ou même d'un vieux grillage de poulailler tendu sur un cadre en bois, en remettant les gros morceaux non décomposés dans un nouveau tas pour l'été suivant, plutôt que de les jeter. Ils repartiront pour un cycle plus court la prochaine fois, déjà bien entamé. À la mi-mars, ce qui vous reste est un compost fin, sombre, sans odeur désagréable, qui sent la terre de forêt et s'effrite entre les doigts comme du café moulu, prêt à enrichir vos planches avant les semis de printemps, plusieurs mois plus tôt qu'un tas laissé sans intervention. Un dernier détail, avant de conclure, mérite d'être connu. Ce compost fin que vous obtiendrez en mars pèsera environ 3 fois moins que la matière brute versée en août. Tout ce poids n'a pas disparu. Il est simplement reparti en eau et en gaz carbonique pendant la fermentation, exactement comme un feu de bois transforme des bûches lourdes en une poignée de cendres légères. Et gardez toujours une pelletée de ce compost mûr de côté, car cette poignée sert d'inoculant naturel pour le prochain tas. Elle contient déjà toute la population de bactéries qu'il vous a fallu tant de semaines à réveiller cette fois, et le cycle suivant démarra 2 fois plus vite. La levure qui réveille les bactéries, l'équilibre entre matière verte et matière brune, la chaleur au centre du tas, le retournement régulier, tout cela n'est pas une liste de gestes séparés à retenir un par un. C'est un seul système, qui se met en marche dès que vous versez le premier seau, et qui continue de tourner tout seul tant que vous lui donnez de l'air toutes les 2 semaines. Une fois ce principe compris, vous ne rachèterez plus jamais de terreau en sac au printemps,
Et vous saurez aussi que rien de ce que vous versez sur vos légumes n'a traîné sur une étagère de magasin, juste de la terre, de la levure de pain, et ce que votre propre cuisine produit chaque semaine. Pensez à ce que cela change vraiment, au-delà du jardin lui-même. Chaque sac de terreau enrichi que vous n'achetez plus, c'est de l'argent qui reste dans votre poche plutôt que dans le chariot du magasin de bricolage. Et chaque légume qui pousse dans une terre nourrie par votre propre compost, plutôt que par un engrais chimique acheté en bidon, c'est un légume qui finit dans l'assiette de vos enfants ou de vos petits-enfants sans avoir traversé une usine avant d'arriver chez vous. Ce n'est pas une promesse abstraite de jardinier passionné, c'est une différence concrète mesurable, qui se répète chaque saison, année après année, sans jamais vous coûter davantage que 10 litres d'eau et un sachet de levure. Retenez surtout ceci. Vous n'avez besoin d'aucun matériel spécial, aucun thermomètre de sol, aucun activateur vendu en jardinerie. Un seau, de l'eau tiède, un sachet de levure et une fourche suffisent, exactement comme il y a un siècle. Vous avez maintenant 2 chemins devant vous pour cet automne. Le chemin A, c'est le tas laissé tel quel, sans levure, sans retournement, qui restera froid jusqu'en avril et qui vous obligera à acheter du terreau au printemps prochain, pour la même somme que chaque année. Le chemin B, c'est le seau de 10 litres préparé cette semaine, versé au centre du tas avant la fin du mois, retourné toutes les 2 semaines jusqu'en octobre, pour un compost fin et sombre dès le mois de mars. Écrivez en commentaire A ou B, et surtout dites pourquoi vous choisissez ce chemin, pas pour moi, pour vous, car formuler son choix à voix haute, ou même juste à l'écrit, aide à s'y tenir vraiment quand viendra le moment de sortir la fourche par temps gris. Et dites-moi aussi dans quelle région vous jardinez et combien de mètres carrés de potager vous cultivez cette année. Je suis toujours curieux de voir d'où viennent les personnes qui regardent ces vidéos jusqu'au bout, et cela m'aide à savoir quel sujet creuser ensuite pour vous. Pendant que vous écoutez ces derniers mots, quelque chose continue de se passer sous la paille de votre tas, dans le noir, sans que vous le voyiez, des milliards de bactéries qui se multiplient, qui digèrent, qui transforment patiemment ce que vous considériez comme des déchets en la matière la plus précieuse de tout votre jardin. Ce même mouvement se répétait déjà, silencieux, sous chaque tas de compost avant-guerre, sous chaque arrosoir cabossé posé à l'ombre d'un pommier, bien avant qu'un seul sac de terreau n'existe dans un magasin. Quand vous versez ce seau de levure sur le tas, en ce mois d'août, vous ne faites pas seulement gagner du temps à votre compost, vous rendez à cette terre un rôle qu'elle a toujours su tenir, avant que les sacs et les engrais ne viennent lui faire croire qu'elle ne suffisait plus. La force n'est pas dans le produit acheté en jardinerie. La force est dans ce que vos mains savent déjà faire, une fois qu'on vous a montré le bon geste, au bon moment de l'année. Allez en profondeur. C'est là que tout se joue.